4 mai 1982, Atlantique Sud. À 300 km à l'est des îles Falkland, l'horizon est gris, presque entièrement blanc, comme si le ciel et la mer n'arrivaient pas à décider où l'un finit et où l'autre commence. Le vent souffle à 20 nœuds. De longues vagues régulières restent indifférentes à ce qui va se produire dans les prochaines minutes. À bord de la frégate HMS Sheffield de la Marine royale, l'équipage est en état d'alerte modérée. Le Sheffield est un navire moderne, construit pour la guerre froide et équipé des systèmes électroniques les plus avancés de son époque. Les officiers savent qu'ils se trouvent dans une zone de danger, mais ils ont une confiance totale dans les systèmes dont ils disposent. Ils font confiance à leur doctrine. Ils croient en la supériorité de la marine britannique, héritière de Nelson, de Jutland et de la Seconde Guerre mondiale. Soudain, quelque part sur le pont, quelqu'un remarque quelque chose, une silhouette indistincte, arrivant à très basse altitude, très rapide, trop bas, trop rapide. Il est désormais trop tard pour intervenir. Le missile AM-39 Exocet frappe la coque du Sheffield à une vitesse de 900 km/h. Les flammes se propagent rapidement et de manière incontrôlée à travers le navire. Le feu atteint aussitôt les soutes, les couloirs et les câbles électriques longeant les parois. Dans les premières secondes, 20 hommes perdent la vie. Le Sheffield, fierté technologique de la flotte britannique, commence à brûler. Et pourtant, l'avion qui vient de lancer ce missile était considéré par beaucoup, quelques années plus tôt, comme une machine dépassée, trop lente, trop vieille, presque anecdotique dans le panorama de l'aviation navale moderne. Il s'appelait le Super Étendard. Voilà le paradoxe au cœur de cette histoire. Un avion français conçu dans les années 70, souvent décrit par ses détracteurs comme un appareil de seconde catégorie face aux mastodontes américains ou soviétiques de l'époque, allait en quelques semaines forcer le monde entier à réécrire sa doctrine de la guerre navale. Un avion qui n'avait pas encore achevé son intégration complète dans la marine nationale française allait être livré à l'Argentine dans des circonstances rocambolesques, piloté par des hommes qu'il maîtrisait à peine pour accomplir des missions que ses concepteurs n'auraient peut-être pas osé imaginer dans leurs scénarios les plus audacieux. Comment un avion qualifié de vieux piège mortel par certains journalistes spécialisés a-t-il réussi à mettre à genoux la Royal Navy? Comment une machine issue d'une industrie aéronautique française que beaucoup regardaient avec condescendance a-t-elle changé à jamais les règles du combat naval? C'est l'histoire du Super Étendard, et elle commence bien avant les Malouines. Pour comprendre pourquoi le Super Étendard est né, il faut remonter à la France des années 60, une France qui, depuis De Gaulle, a décidé d'assurer son indépendance stratégique coûte que coûte. Une France qui construit sa propre bombe atomique, ses propres missiles, ses propres avions. Une France qui refuse de dépendre de Washington pour sa défense. La marine nationale, dans cette logique, a besoin d'un avion embarqué capable d'opérer depuis ses porte-avions. Elle dispose alors de l'Étendard 4, un appareil correct pour son époque, mais qui commence à accuser son âge vers le milieu des années 70. Le programme de remplacement est lancé. Les discussions sont longues, compliquées, souvent tendues entre les états-majors, les industriels et les ministères. Dans un premier temps, la marine nationale envisage d'acheter le Vought 7 Corsair 2 américain, un avion d'attaque éprouvé qui équipe déjà la marine américaine. L'idée semble logique, économique, pragmatique, mais acheter américain, pour la France gaulliste, c'est toujours une décision qui se prend avec une certaine réticence. Et puis les négociations achoppent, les prix ne correspondent pas. Les conditions d'exportation posent de problèmes. C'est alors que Dassault Aviation entre en scène avec une proposition: moderniser profondément l'Étendard 4 existant plutôt que de repartir de zéro. Ce sera moins cher, plus rapide, et cela permettra de conserver une filière industrielle française. Le résultat de cette modernisation prendra le nom de Super Étendard. Mais dès les premières années du programme, les critiques fusent. Les sceptiques ne manquent pas, et leurs arguments ne sont pas tous sans fondement. Le Super Étendard est propulsé par un moteur Snecma Atar 8K50, un turboréacteur qui développe environ 5 tonnes de poussée sans post-combustion. Pour les standards de l'époque, c'est honorable, mais ce n'est pas spectaculaire. L'avion n'est pas supersonique en vol horizontal à basse altitude dans des conditions réelles de combat. Sa vitesse maximale avoisine les 1100 km/h en palier, convenable, mais loin des chiffres que peuvent afficher les appareils américains ou soviétiques de la même génération. Les puristes de l'aviation militaire pointent du doigt le rayon d'action limité, la charge utile modeste, l'absence de capacité aéraire sophistiquée. On compare le Super Étendard à un F-14 Tomcat américain et la comparaison est évidemment cruelle. On le compare à un Harrier britannique et là encore, le constat semble défavorable. Certains journaux spécialisés, notamment anglophones, se montrent franchement condescendants. L'avion est perçu comme un compromis budgétaire, une solution de facilité, le résultat d'une politique industrielle nationale plutôt que d'une véritable ambition militaire. Au sein même de certains cercles de la marine française, on s'interroge. L'appareil sera-t-il vraiment à la hauteur des menaces modernes? Est-il capable de survivre dans un environnement de défense aérienne dense? Ces systèmes avioniques, bien que modernisés, sont-ils suffisamment performants pour les missions du 21e siècle qui approchent? Ces questions sont
légitimes, mais elles passent à côté d'une réalité fondamentale que les événements de 1982 allaient mettre en lumière de façon brutale et définitive. Le super-étendard n'est pas un avion conçu pour dominer le ciel dans un duel aérien à longue portée. Il n'est pas un intercepteur, il n'est pas un chasseur de supériorité aérienne. Il est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus dangereux dans son domaine de prédilection, un avion d'attaque navale, conçu pour tuer des navires. Et pour cela, sa conception présente des qualités remarquables que ses détracteurs ont souvent négligées. Sa petite taille est d'abord un avantage tactique considérable. À basse altitude, à grande vitesse, un appareil compact est difficile à détecter, difficile à engager. Sa section radar frontale est réduite. Ses moteurs, bien que moins puissants que ceux de ses concurrents, lui permettent une excellente économie de carburant à basse altitude, là précisément où se joue la mission anti-navire. L'avionique du super-étendard représente aussi une avancée significative par rapport à son prédécesseur. L'appareil est équipé d'un système de navigation inertielle Thomson CSF, d'un calculateur de mission et surtout d'un radar d'attaque AGAV, spécialement développé pour la détection et la désignation de cibles navales. Ce radar AGAV est l'élément clé qui rend possible l'intégration de l'Exocet AM-39. Petit, léger, discret à l'émission, il est capable de détecter un navire de surface à une distance de 60 km environ dans des conditions normales et de fournir au missile une désignation d'objectif précise. La combinaison super-étendard Exocet est, dans son registre, d'une redoutable cohérence. Le pilote peut effectuer une approche en profil très bas, quasiment au ras des vagues, pour éviter les radars adverses. Il monte brièvement pour allumer son radar AGAV, détecte le navire cible, programme le missile, tire et replonge immédiatement en dessous de l'horizon radar ennemi. Toute la séquence peut tenir en une vingtaine de secondes d'illumination radar. C'est précisément ce profil d'attaque que les défenses du Sheffield et celles d'autres navires britanniques n'étaient pas préparés à contrer efficacement. Mais en 1982, cette combinaison n'est pas encore pleinement opérationnelle dans la Marine nationale française elle-même. L'intégration de l'Exocet AM-39 sur le super-étendard vient tout juste d'être finalisée. Les procédures sont encore en cours de validation et c'est dans ce contexte extraordinairement complexe qu'une transaction diplomatique et militaire sans précédent va se produire. À la fin des années 70, l'Argentine de la junte militaire cherche à moderniser sa force aéronavale. Elle dispose alors d'une aviation navale respectable mais vieillissante, équipée notamment d'A-4 Skyhawk américains. Buenos Aires souhaite un avion plus moderne, capable d'opérer depuis son porte-avions 25 de Mayo et surtout capable d'emporter des missiles anti-navires modernes. La France, toujours désireuse de vendre son industrie de défense à l'international, répond présente. Un contrat est signé pour la livraison de 14 super-étendards et de 5 missiles Exocet AM-39. Les premiers appareils sont livrés en 1981. Les pilotes argentins commencent leur formation en France. Puis, en avril 1982, l'Argentine envahit les îles Falkland, ce territoire britannique qu'elle appelle les Malouines. La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher répond par l'envoi d'une task force navale colossale, et la France se retrouve dans une position extraordinairement inconfortable. D'un côté, elle est alliée de l'Occident, membre de l'OTAN, partenaire traditionnel du Royaume-Uni. De l'autre, elle a un contrat en cours d'exécution avec l'Argentine. Les pressions britanniques s'exercent immédiatement. La France suspend officiellement les livraisons supplémentaires de matériel et de missiles. Mais au moment de cette suspension, 5 super-étendards et 5 missiles Exocet sont déjà en Argentine. 5 avions, 5 missiles, des pilotes argentins dont la formation est incomplète, des procédures d'emploi pas encore totalement maîtrisées, une task force britannique qui approche avec une confiance que certains qualifieront plus tard d'arrogance. Ce que personne n'avait pleinement anticipé, c'est ce que 5 missiles et 5 avions allaient être capables de faire. L'aviation navale argentina dispose donc, au printemps 1982, d'une arme dont elle maîtrise encore imparfaitement l'emploi. Les techniciens français qui accompagnaient la formation des équipages ont été rappelés en France. Les Argentins doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont appris, avec les manuels, avec leurs propres ingénieurs. Ils travaillent d'arrache-pied pour comprendre les procédures d'emploi de l'Exocet depuis le super-étendard. Ils savent que le temps presse. Ils savent aussi que leur fenêtre d'emploi est limitée. 5 missiles, c'est 5 chances. Le 4 mai 1982, la première mission est lancée. 2 super-étendards décollent de la base de Rio Grande, en terre de feu. Ils ont fait le plein de carburant grâce à un ravitaillement en vol depuis un KC-130 Hercule, une procédure complexe que les équipages ont répétée jusqu'à l'épuisement. Ils volent en formation serrée, très bas, à une altitude qui rend leur détection par radar pratiquement impossible. À bord du
Sheffield, personne ne les voit venir. Les systèmes de détection précoce du navire sont certes opérationnels, mais leur couverture à très basse altitude présente des lacunes. Il y a aussi un problème de discipline des missions. Certains systèmes de communication satellitaire sont actifs au mauvais moment, créant des interférences qui masquent les alertes radars. Les détails précis de cette séquence ont été longuement analysés et débattus dans les années suivantes, et des zones d'ombre subsistent encore aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le premier Exocet touche le Sheffield. 20 hommes meurent. Le navire brûle pendant 6 jours avant de couler. La Royal Navy vient de perdre un bâtiment de combat pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L'effet psychologique et stratégique est immédiat, mondial et durable. Mais ce n'est que le début. Le 25 mai 1982, pour la fête nationale argentine, une deuxième attaque est lancée. Cette fois, la cible est encore plus précieuse. L'Atlantic Conveyor, un navire porte-conteneurs réquisitionné par la Royal Navy pour transporter des hélicoptères Chinook et Wessex, des matériels essentiels aux opérations terrestres. 2 super-étendards décollent à nouveau de Rio Grande, effectuent leur ravitaillement en vol, s'approchent à très basse altitude. 2 Exocets sont tirés. L'un d'eux touche l'Atlantic Conveyor. Le navire coule. Avec lui disparaissent plusieurs hélicoptères Chinook qui auraient permis de transporter rapidement les troupes britanniques vers Port Stanley. Les soldats britanniques devront marcher des dizaines de kilomètres à pied dans les tourbières des Malouines sous la pluie et le froid de l'hiver austral. L'impact sur la conduite des opérations terrestres est considérable. À ce stade du conflit, 2 missiles ont suffi à tuer un destroyer et à couler un cargo stratégique. Les planificateurs britanniques sont forcés de reconsidérer l'ensemble de leur dispositif naval. Les navires de la Task Force modifient leurs procédures, intensifient leur vigilance, espacent leur formation. La menace super-étendard Exocet est désormais la priorité absolue. Ce que révèlent ces 2 frappes, c'est une faille profonde dans la doctrine navale occidentale de l'époque. La Royal Navy, comme d'autres marines, avait concentré ses efforts de défense sur la menace sous-marine soviétique et sur les missiles balistiques. La menace du missile anti-navire tiré depuis un avion volant à très basse altitude avait été sous-estimée ou du moins insuffisamment intégrée dans les procédures opérationnelles quotidiennes. Les témoignages des survivants du Sheffield sont à cet égard éloquents. Plusieurs officiers ont raconté que l'alerte avait été donnée quelques secondes seulement avant l'impact, un délai absolument insuffisant pour activer les contre-mesures ou mettre les hommes à l'abri. Le missile arrivait trop bas, trop vite et l'équipage n'avait tout simplement pas le temps de réagir. L'amiral Sandy Woodward, commandant de la Task Force britannique, écrira plus tard dans ses mémoires que la menace Exocet super-étendard avait été la préoccupation qui l'avait le plus constamment hanté tout au long du conflit. Non pas parce que les Argentins avaient beaucoup de missiles, ils n'en avaient que 5 au départ, mais parce que chaque attaque potentielle pouvait être décisive et parce que les moyens d'y faire face étaient limités dans des conditions réelles de combat en haute mer. Les Britanniques déployèrent des contre-mesures de plus en plus sophistiquées au fil du conflit. Des hélicoptères Sea King furent utilisés comme écran radar avancé, volant à basse altitude pour détecter les super-étendards en approche. Des systèmes de brouillage furent activés. Des chaffes, nuages de paillettes métalliques destinés à leurrer les missiles, furent tirés en permanence autour des navires les plus précieux. Des frégates furent positionnées en avant de la flotte principale, en position de bouclier, acceptant de servir de cible potentielle pour protéger les porte-avions Hermes et Invincible. Malgré tout cela, l'Argentine tenta d'autres attaques avec ses super-étendards. Toutes ne réussirent pas. Certains missiles furent déjoués par les contre-mesures. D'autres ratèrent leur cible pour des raisons techniques. Mais la menace elle-même, la simple existence de ces 5 avions et de leurs missiles, paralysa partiellement la liberté de manœuvre britannique pendant toute la durée du conflit. Il est important, à ce stade, de prendre un peu de recul et d'examiner les chiffres avec rigueur historique. Sur les 5 missiles Exocet dont disposait l'Argentine au début du conflit, 2 seulement touchèrent leur cible et produisirent des effets décisifs. Le Sheffield et l'Atlantic Conveyor. Un 3e frappa le HMS Glamorgan le 12 juin, causant des dégâts sérieux et tuant 13 hommes, mais le navire survécut. Les 2 autres missions furent des échecs ou des tirs non aboutis pour diverses raisons. Le bilan est donc de 2 navires coulés ou détruits sur 5 missiles tirés. Un taux d'efficacité remarquable dans les conditions de ce conflit, mais pas la domination absolue que certains récits ont parfois décrite. Les pilotes argentins qui ont effectué ces missions méritent une mention particulière dans cette histoire. Des hommes comme le capitaine de corvette Augusto Bedacaratz, qui pilota l'un des super-étendards lors de l'attaque du Sheffield, ou le capitaine de corvette Armando Mayora, étaient des aviateurs navals de haute valeur formés à la discipline exigeante de l'aviation embarquée. Ils avaient travaillé dans des conditions précaires, avec un matériel partiellement maîtrisé, en sachant que chaque mission pouvait être leur dernière. Ils avaient accompli quelque chose que les analystes militaires de l'époque n'auraient pas nécessairement prédit possible.
Leur bravoure ne doit pas faire oublier les hommes qui moururent à bord des navires britanniques. Le conflit des Malouines fit au total 255 morts côté britannique et 649 côté argentin. Ce sont des hommes jeunes, souvent très jeunes, qui périrent dans un conflit que beaucoup d'historiens considèrent comme l'un des derniers conflits conventionnels à grande échelle que le monde occidental ait mené. Leurs morts ne sont pas des statistiques, ce sont des histoires individuelles, des familles brisées, des vies interrompues. L'impact du conflit des Malouines sur le développement des doctrines navales mondiales fut considérable et durable. Toutes les marines du monde tirèrent des leçons de ce qui s'était passé dans l'Atlantique Sud. La vulnérabilité des navires de surface face aux missiles antinavires lancés depuis des avions volants à très basse altitude devint une priorité absolue de réflexion stratégique. Des programmes entiers de modernisation des systèmes de défense rapprochés furent lancés ou accélérés. Les systèmes CIWS, Close-in Weapon Systems, ces canons automatiques à très cadence de tir conçus pour détruire les missiles en phase terminale, furent généralisés sur les navires de combat de toutes les marines occidentales. Le Royaume-Uni lui-même tira des enseignements considérables de ce conflit. Les procédures de veille radar à basse altitude furent entièrement révisées. La formation des équipages aux contre-mesures électroniques fut intensifiée. L'architecture même des futurs navires britanniques fut influencée par les leçons du Sheffield, notamment en ce qui concerne la résistance au feu et la compartimentation des dégâts. Pour la France, la situation fut délicate à plusieurs égards. D'un côté, le succès du super-étendard d'Exocet constituait une formidable démonstration de capacité industrielle et militaire, une vitrine mondiale de l'excellence de l'armement français. Les exportations de matériel militaire français connurent une augmentation significative dans les années qui suivirent le conflit, et le nom Exocet devint dans certaines langues un terme générique désignant tout missile anti-navire. D'un autre côté, la France dut gérer les accusations d'avoir armé un régime autoritaire et d'avoir, de fait, contribué à la mort de marins britanniques des Alliés. Ce débat moral et politique n'a jamais été complètement refermé. Pour la France, la situation fut délicate à plusieurs égards. D'un côté, le succès du super-étendard d'Exocet constituait une formidable démonstration de capacité industrielle et militaire, une vitrine mondiale de l'excellence de l'armement français. Les exportations de matériel militaire français connurent une augmentation significative dans les années qui suivirent le conflit, et le nom Exocet devint dans certaines langues un terme générique désignant tout missile anti-navire. D'un autre côté, la France dut gérer les accusations d'avoir armé un régime autoritaire et d'avoir, de fait, contribué à la mort de marins britanniques des Alliés. Ce débat moral et politique n'a jamais été complètement refermé. La Marine nationale française, pour sa part, continua de développer et d'améliorer le super-étendard. L'avion connut plusieurs programmes de modernisation successifs qui prolongèrent considérablement sa durée de vie opérationnelle. Le super-étendard modernisé, ou SEM, fit son apparition dans les années 90 avec des avioniques radicalement améliorées, une capacité de navigation par GPS, des systèmes de désignation d'objectifs de nouvelle génération et surtout la capacité d'emporter la bombe atomique ASMP, le missile air-sol de moyenne portée qui constitue l'un des piliers de la dissuasion nucléaire française embarquée. Le super-étendard modernisé fut engagé dans de nombreux conflits réels au fil des décennies suivantes. En Bosnie, en 1993 et 1994, des SEM opérèrent depuis le porte-avions Foch dans le cadre des opérations de l'OTAN. En Afghanistan, après 2001, des SEM embarqués sur le Charles de Gaulle conduisirent des frappes contre des positions talibanes, démontrant une fois de plus la polyvalence de l'appareil dans un environnement opérationnel radicalement différent de celui pour lequel il avait été conçu. En Libye, en 2011, le SEM participa aux opérations de l'OTAN contre le régime de Kadhafi. À chaque fois, l'avion confirma sa réputation d'appareil fiable, précis et parfaitement adapté aux contraintes spécifiques de l'aviation embarquée. Sa robustesse mécanique, sa facilité de maintenance relative dans les conditions difficiles d'un porte-avions et la maîtrise accumulée par les équipages de la flottille 11F et de la flottille 17F en firent un outil opérationnel de première valeur bien au-delà de ce que ses concepteurs avaient initialement prévu. Ce n'est qu'en 2016 que le super-étendard modernisé fut officiellement retiré du service actif dans la Marine nationale française après 35 ans d'utilisation opérationnelle. Lors de la cérémonie de retrait, de nombreux pilotes qui avaient volé sur cet appareil rendirent hommage à une machine qui leur avait demandé beaucoup, en compétences, en rigueur, en adaptation, mais qui leur avait également donné beaucoup. Une machine qui n'était pas facile, qui pardonnait peu les erreurs, mais qui, entre des mains expertes, était d'une efficacité redoutable. Son successeur, le Rafale Marine, est technologiquement dans une autre galaxie. Furtivité partielle, radar à balayage électronique actif, capacité multirôle étendue, système de guerre électronique de dernière génération.
La comparaison entre les deux appareils illustre à elle seule le chemin parcouru par l'aviation de combat en 4 décennies. Et pourtant, si l'on cherche l'avion qui a véritablement forcé le monde à prendre au sérieux l'aviation navale française, si l'on cherche la machine qui a démontré qu'un appareil modeste en apparence pouvait bouleverser l'équilibre d'un conflit naval majeur, ce n'est pas le Rafale que l'on trouve au cœur de l'histoire, c'est le Super Étendard. C'est cet avion que beaucoup avaient sous-estimé, que certains avaient moqué et qui, en quelques semaines de printemps austral, avait envoyé 2 navires au fond de l'Atlantique et contraint la plus grande marine de combat d'Europe occidentale à reconsidérer l'ensemble de ses procédures opérationnelles. L'histoire du Super Étendard est, en définitive, une leçon d'humilité pour ceux qui jugent les armes uniquement sur leurs spécifications techniques comparées. Un avion ne vaut pas par sa vitesse maximale ou son plafond théorique. Il vaut par son adéquation à la mission pour laquelle il a été conçu, par la qualité de son intégration dans un système d'armes cohérent et par la compétence des hommes qui le mettent en œuvre. Le Super Étendard était parfaitement adapté à une mission précise et mortelle: approcher un navire ennemi sans être détecté, lancer un missile qu'aucune défense de l'époque n'était pleinement préparée à intercepter et disparaître avant que l'adversaire n'ait eu le temps de réagir. Dans ce registre étroit mais décisif, il était parmi les meilleurs du monde. Les hommes qui ont péri dans l'Atlantique Sud en 1982, qu'ils fussent britanniques ou argentins, méritent que nous nous souvenions d'eux non pas comme des symboles de la puissance des armes, mais comme des êtres humains pris dans l'engrenage de décisions politiques qui les dépassaient. Le conflit des Malouines fut une guerre courte, intense et profondément inutile selon de nombreux historiens. Une guerre déclenchée par la folie d'une junte militaire aux abois et nourrie par les calculs politiques d'une première ministre britannique dont la popularité était au plus bas avant le conflit. Dans cet espace tragique entre la politique et la guerre, des avions décollaient de pistes battues par le vent, des missiles traversaient l'air glacé de l'Atlantique Sud et des navires brûlaient. Et quelque part dans cet ensemble de faits bruts, un avion que l'on croyait dépassé avait écrit l'une des pages les plus surprenantes de l'histoire de l'aviation militaire moderne, le Super Étendard. Ni le plus rapide, ni le plus puissant, ni le plus moderne, mais dans les circonstances qui furent les siennes, absolument inoubliable.